Bienvenue sur Aventure humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Bonjour, bonsoir Pierre. Je suis super contente d'être ici pour deux raisons. Parce que ce sont les nouveaux locaux du CJD. Donc j'ai connu les anciens. Et parce que j'ai aussi la chance de passer ce moment avec toi. Je vais te laisser te présenter juste après. Dans mes petites recherches, justement, parce que pour préparer l'interview, j'ai quand même fait quelques recherches, je suis tombée, si je te dis comme ça, Jean Cocteau. Ça te parle ? Ah oui, ça remonte à un petit moment d'école. Ouais, et c'est très drôle. J'ai trouvé que tu avais été au collège Jean Cocteau à Maisons-Laffitte. Ouais. Et j'ai vécu juste à côté. Et je connais très bien Maisons-Laffitte pour plusieurs raisons. Parce que c'était mon école de danse. Et que juste dans la rue principale, il y avait une super épicerie qui s'appelle l'épicerie de Longueuil. Et c'est là où j'ai acheté toutes mes bouteilles de vin pendant des années. Donc, quand j'ai vu que tu connaissais Maisons-Laffitte, ça m'a fait sourire. Je vais te laisser juste te présenter. Pierre, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, qui je suis ? Déjà, je me présente. Donc, Pierre Minaudier. Au CJD, au Centre des jeunes dirigeants que je préside, on se présente d'une manière particulière. Pierre, j'ai 44 ans. Je vis en couple, j'ai 4 enfants, 3 filles et un petit garçon qui vient juste de naître, qui a déjà presque 11 mois, donc presque un an. Mais un petit nouveau dernier. Donc j'ai un engagement forcément assez fort au niveau des entrepreneurs de France, parce que je suis président des centres des jeunes dirigeants, qui est une association qui regroupe 5000 membres en France, et puis un peu plus de 500 de ces membres qui sont à l'international aussi, donc plutôt à consonance francophone, quoique on commence à développer aussi ce qu'on appelle nous des sections, donc des associations locales à l'étranger non francophones. Ah super. Ouais, donc Okay. Notamment à Barcelone et aux États-Unis, à Boston. Super. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, que ce soit le CJD ou toi aussi en tant qu'entrepreneur. Juste avant ça, est-ce que tu acceptes que je te pose quelques questions hyper rapides qui ne demandent aucune réflexion et voilà, très, très rapide, mais je préfère te demander ton avis. Toujours OK pour ça. Chouette. Pierre, si je te dis, si tu étais un animal ? Si j'étais un animal, je serais un lion. Un lion. Ton odeur préférée ? Mon odeur préférée, je dirais le chocolat. Ton super-héros préféré ? Mon super-héros préféré, Inspecteur Gadget. Ah ouais, il est génial celui-là. Attention, question très importante, vin ou bière ? Voilà, c'est difficile, mais je dirais vin. Ah ! Nous pouvons poursuivre l'interview. Montagne ou plage ? Très difficile parce que j'habite dans une région où il y a les deux, mais on est plus proche de la plage. Mais je crois que je préfère la montagne. Si demain, tout était possible, même si tout est possible, mais si tout était encore plus facile, quel rêve réaliserais-tu ? Quel rêve je réaliserais si tout était possible ? Reforester une grosse partie de la France. Super.
Une musique en particulier ou un compositeur? Une musique en particulier, un compositeur. Alors, je suis assez éclectique en musique, je suis musicien moi-même, donc je joue beaucoup de guitare. Donc, j'ai quelques références en guitare que j'aime bien, mais qui sont surtout très influencées par Hendrix, voilà, par exemple. Ok, donc ma question suivante est piano, guitare ou violoncelle? Bah, guitare. Attention, autre question extrêmement importante pour la suite de ce balado. Bouteille en plastique ou gourde? Bah, gourde, forcément. Jungle ou froid sec? Jungle. Un dessin animé préféré? Un dessin animé préféré, bah, Le Roi Lion. Ah, bah voilà, on fait du lien. Un livre culte ou un livre inspirant? Ah bah, j'ai lu un livre récemment, alors très très récemment, qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle Le Management du Vivant. Ok, donc un livre inspirant pour toi. Ouais. Super. Je mettrai le lien de ce livre. Ouais, qui parle forcément du rôle de manager, mais qui parle aussi de tout le système vivant et avec les comparaisons avec, l'analogie, finalement, retrouver les sources avec les peuples primitifs et qui ont un propre système, et un livre très très intéressant. Waouh, ok. Je mettrai le lien, j'irai jeter un coup d'œil bien évidemment, et en plus je mettrai le lien à la fin du balado. Je vais te donner le début d'une phrase, à toi de me dire un mot, une idée. Pour toi, la danse, c'est quoi? La légèreté. Super. Et enfin, je vais te dire un mot, à toi de me dire un autre mot auquel, voilà, à toi d'en trouver un deuxième. Liberté. Un deuxième, je vais en trouver deux là tout de suite. Mais vas-y, deux. Liberté, entrepreneur. Super. Bon, c'était marrant, j'ai failli écrire, va-t-il écrire, va-t-il me dire entrepreneur? Très très bien. Juste avant de parler du CJD, j'avais aussi envie de parler de ces petites questions-là, m'aident aussi et aident aussi ceux qui écoutent cette interview à comprendre aussi l'homme qui se cache aussi derrière le président du CJD. On te met des casquettes, moi j'aime bien aussi creuser un petit peu d'un point de vue aussi humain, et donc j'avais envie de te poser ces questions-là. Qu'est-ce qui, toi, en tant qu'homme, Pierre, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Qu'est-ce qui m'anime? Alors, c'est venu avec le temps, le parcours, mais plus j'avance dans ma vie, c'est plus l'être qui m'anime. C'est-à-dire que lâcher tout ce qui est possession et vivre des expériences. Voilà, c'est ça qui m'anime. Est-ce qu'on peut dire, quand tu dis justement, finalement, le fait de posséder peu, est-ce qu'on peut utiliser le terme de minimaliste? Oui, minimaliste, après, il faut... Sans forcément rentrer dans les cases. Avec son temps, mais en fait, j'aurais plutôt tendance à dépenser mes ressources et mon temps à vivre des expériences avec les gens que j'ai envie de découvrir ou j'apprécie d'être avec. Ok. Quand tu disais que tu l'as découvert, est-ce que c'est ton parcours de vie aussi qui t'a fait peut-être changer? Est-ce que ce sont des rencontres? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es peut-être plus dans l'instant présent et dans les rencontres? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as cette évolution? Oui, je pense que c'est un parcours de vie. Alors, le CJD m'a beaucoup aidé. Hein. CJD, c'est donc l'association dans laquelle on est, où ça fait 10 ans moi, que j'ai un parcours à la fois d'entrepreneur, de dirigeant, mais aussi surtout un parcours de vie, où finalement on vient se transformer quand on vient au CJD. Alors, au départ, on ne sait pas qu'on vient pour ça, mais finalement, avec ce parcours de vie, ces rencontres de personnes qu'on fait à l'intérieur et à l'extérieur, les formations qu'on peut faire, c'est tout un cheminement qui fait qu'au bout de 10 ans, on a lâché prise sur certains trucs qu'on croyait importants, mais qui ne le sont pas. Ok. Est-ce que, enfant, adolescent et adulte aujourd'hui, est-ce que tu as eu et est-ce que tu as encore des rêves? Ouais, c'est marrant parce qu'on a travaillé beaucoup là-dessus. Quand j'étais petit, je rêvais d'être joueur de tennis professionnel. Wow, mais là, c'est un peu compliqué maintenant à mon âge de devenir joueur de tennis professionnel, peut-être en vétéran. Mais pourquoi? Parce que j'adorais le sport et je l'adore toujours.
Et ça m'a toujours fait rêver ces joueurs de tennis voilà, qui ont un mental de dingue, parce qu'en fait c'est surtout le mental. Et une force, une combativité. Et voilà, ça a été un peu mes modèles, moi, quand j'étais jeune. Et j'ai joué au tennis beaucoup, mais j'ai jamais réussi à devenir professionnel. Voilà, donc ça, c'était mon rêve quand j'étais petit. Et l'autre rêve que j'avais, qui est complètement voilà, un peu bête, mais c'était d'être dans le dictionnaire. Génial! Voilà. Je voulais que mon nom soit dans le dictionnaire. Donc, je sais pas pourquoi, ça m'impressionnait, ces noms qui sont dans le dictionnaire, parce que quelque part, ce sont des gens qui laissent une trace, qui laissent quelque chose à l'humanité, en bien ou en mal, mais quelque part qui ont laissé finalement des événements ou des choses à l'humanité. Tu souhaitais être dans le dictionnaire en tant qu'inventeur, en tant que personnalité publique? Tu n'avais pas forcément d'idée? Pas forcément d'idée. Alors après, on rêve toujours d'être un auteur, par exemple, hein, Victor Hugo, ce genre de choses, mais voilà, c'est... Le comment n'est pas très important, c'est finalement qu'est-ce qu'on va laisser à l'humanité derrière soi. Est-ce que rêver, est-ce que réaliser ses rêves et être entrepreneur, est-ce que c'est compatible? Ah oui, c'est compatible. Je dirais que même c'est facilitant. Parce que on a une liberté quand on est entrepreneur de choisir sa vie. Alors je pense qu'on a tous, qu'on soit entrepreneur ou pas, le fait de choisir sa vie. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui nous anime tous. Mais quand on est entrepreneur, on a plus de liberté ou moins de liberté, ça dépend des moments. Mais globalement, en tout cas, dans tous les projets de création, on a beaucoup de liberté, de créativité qui sont là quand même. Ok. Tu as déjà abordé la notion de CJD. Il y a certains auditeurs qui ne connaissent pas forcément le mouvement. Est-ce que tu peux... Je sais que tu as été donc élu avec Catherine Vampouille le 15 décembre 2007. Pour le mandat 2018 et 2020. Est-ce que tu peux expliquer, en termes simples, ce qu'est le CJD, ce qu'est cette association? Je vais essayer de le faire en termes simples. C'est assez complexe, mais on a défini récemment une raison d'être du CJD qui peut peut-être parler ou aider à parler du CJD. Qui se décline comme ça, c'est se transformer soi, pour bâtir une entreprise durable, agréable et responsable, afin d'agir pour influencer. Okay. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment décomposer en 3 parties qui représentent, à mon sens, bien le CJD. C'est-à-dire que c'est un peu une école du dirigeant, on vient se transformer, j'ai parlé d'un parcours. Alors, ce n'est pas un parcours initiatique, mais c'est quand même un parcours de vie qui fait qu'on arrive au CJD avec certaines croyances, voilà, et on se transforme au fur et à mesure de ce parcours-là. À la fois en tant qu'homme d'abord, hommes et femmes, bien sûr, homme avec un grand H. Et bien sûr, on apprend des pratiques managériales, mais dans un sens vraiment humain, pour la baseline est l'économie au service de l'homme, mais on travaille beaucoup sur voilà, ces notions-là. Et vraiment la notion aussi de construire des systèmes finalement humains qui soient agréables, durables et respectueux finalement écologiquement de notre monde. Depuis tout à l'heure, tu utilises très souvent, ce qui me plaît, qui me plaît bien, tu utilises souvent le terme humain dans ton discours. Est-ce qu'on peut dire que le CJD est une association, j'ai pas envie de dire humaine, mais qui place l'humain au cœur d'une démarche? Oui, c'est clairement ça. Alors, c'est pas l'homme avant tout, parce qu'en ce moment, on a des réflexions sur le vivant d'abord. Et sur le vivant et sur l'homme. Et l'homme est quand même à la base finalement des systèmes qu'on construit, que ce soit des entreprises, des associations, sa vie de famille, voilà, tout part aussi de ces systèmes humains. Et donc le CJD met vraiment cette pierre angulaire, et d'ailleurs travaille sur les entreprises, non pas à la base de l'entreprise au tout départ, mais il travaille en parallèle entre l'homme qui est le dirigeant et son entreprise. Voilà. Okay. Est-ce qu'on peut dire que le CJD est une association réseau business, ou est-ce qu'elle est complètement différente? Je connais la réponse, mais encore une fois, comme certains d'entre eux, des auditeurs, ne connaissent pas forcément le mouvement. Voilà. Est-ce que c'est une énième association où on y vient? Je ne suis pas du tout là pour donner d'autres noms d'associations, mais est-ce qu'on est là pour échanger des cartes, ou est-ce qu'on vient
tu as un petit peu donné déjà la réponse, mais qu'est-ce qu'on vient finalement chercher aussi au sein du CJD? On vient vraiment chercher cette formation, en fait, cette façon d'avoir un parcours qui nous permet d'être plus performants, pas forcément qu'au sens économique, mais on vient vraiment pas pour échanger des cartes, on est là pour apprendre les uns des autres. Donc c'est-à-dire que c'est dans la rencontre et les expériences humaines qu'on va faire, différentes situations, il y a plein de situations qu'on peut vivre dans cette association, qui vont faire qu'on va s'enrichir les uns les autres et puis essayer de devenir plus vertueux. Quand tu as donc été élu président, quand on est élu président d'une belle association comme le CJD, comment on gère son temps? Est-ce que pendant tes 2 ans de mandat, est-ce que c'est pendant 2 ans, j'arrête tout et je ne suis que président? C'est quoi le quotidien d'un président aujourd'hui, France, du CJD? C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, moi j'ai une métaphore pour ça, c'est la métaphore de la chaise. J'ai 4 pieds dans ma vie. Donc j'ai un pied qui est le perso, qui est ma famille, et donc qui est très important, voilà, que je prends du temps. J'ai 4 enfants, donc je m'en occupe. Et puis j'ai une compagne, et puis j'ai pas mal d'amis de famille. J'ai mon temps professionnel, qui est plus ma vie entrepreneuriale, que je développe. C'est quand même ce qui nous fait tous vivre, quand même, et qui fait vivre l'ensemble des gens qui sont autour de moi. J'ai le temps associatif, et j'avoue qu'en ce moment, j'ai qu'une seule association, je m'occupe beaucoup du CJD. Mais c'est un aspect sociétal qui est important et qui fait grandir aussi. Et puis j'ai un 4e temps qui est mon temps personnel à moi, parce que souvent on a tendance à s'oublier. Et donc j'essaie de prendre du temps pour moi. Alors je fais moins de sport en ce moment, mais par exemple j'essaie d'apprendre une langue. J'apprends l'espagnol en ce moment. Et puis je lis pas mal et je fais un peu de méditation aussi pour prendre du temps à moi. Ok. Est-ce que quand on est élu président d'un tel mouvement, est-ce que ça change une vie, une carrière? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change l'homme? Est-ce que ça change une organisation? Est-ce que ça change quelque chose? Fondamentalement, ça fait bouger. Ça ne me change pas fondamentalement. Ce qui fait bouger quand même, c'est l'accélération. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu qu'on devient, entre guillemets, plus riche en rencontrant plus de gens. Et là, c'est sûr que c'est un accélérateur de rencontres. En fait, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés, d'ouvrir des portes qu'on n'aurait pas pu ouvrir, etc. Donc ça, c'est le côté qui est très plus, en fait, là, pour le coup, vraiment personnellement. Et puis, ça pose des questions quand même d'humilité, parce que c'est quand même une notion de représentation de 5000 dirigeants en France. Et moi, je suis très humble par rapport à ça. Donc là où je fais hyper gaffe, c'est pas être trop égotique et vraiment représenter ce qu'on est en tant que jeune dirigeant. Quand on est élu, donc une fois que vous avez, Catherine et toi, vous avez été élus, est-ce que vous devez poursuivre ce qui a été mis en place par les précédents présidents? Est-ce que vous pouvez ajouter de nouveaux axes et en fait apposer aussi votre patte? Est-ce que c'est un petit peu comme en politique ou est-ce que comment s'organise la suite d'une présidence? En fait, il y a une transmission déjà, donc il y a certains sujets bien sûr qu'on continue parce qu'il y a des stratégies qui sont développées pour l'association sur plusieurs années, donc ça il faut le continuer. Et puis bien sûr qu'on peut y mettre notre couleur. Et donc il y a une partie, c'est un peu à 2 étages, mais il y a une partie un peu, il y a des projets qui ont été engagés, des investissements qui ont été faits. Là on vous accueille aujourd'hui dans des nouveaux locaux. C'est des décisions qui sont prises sur 5 ans. Voilà, on ne peut pas dire demain on change de locaux. On ne va pas faire ça. Par contre, il y a vraiment la touche spéciale et la couleur qu'on veut mettre ce qu'on appelle nous le mandat, qui est un mandat de 2 ans. Et donc c'est un mandat non renouvelable, donc ça aussi oblige à finalement bouger, créer, innover, apporter sa touche et on y vient aussi pour ça. Ton mandat avec Catherine, il consiste, c'est ce que j'avais pu regarder avant de partir, mais il consiste notamment à poursuivre 2 axes majeurs, c'était la digitalisation, la transformation digitale et les enjeux environnementaux, si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et qu'est-ce que le CJD fait en matière notamment environnementale ?
D'accord. Alors en fait, le projet a un peu bougé parce qu'on a pris l'approche avec Catherine de co-construire le projet. C'est-à-dire que nous, on a donné une intention, une vision, et après, on a co-construit le projet d'abord avec plusieurs collectifs au sein de l'association. Et la baseline est devenue Cultivons l'entreprise désirable. Et dans l'entreprise désirable, on l'a décliné en... Alors, le cultivons est important pour nous parce qu'il y a une notion aussi de... Finalement, on est tous des jardiniers des écosystèmes et les entreprises, on est des jardiniers aussi. Donc, c'était important ce retour à la terre. Donc, ça, c'est pour le côté un peu planète. Et après, l'entreprise désirable, ce qu'on a mis derrière, c'est 3 notions. On a mis la notion d'entreprise collective, de co-construction d'un collectif humain. On a mis la notion d'entreprise virtuose, donc rapport avec la musique, parce que moi j'aime bien ça, mais aussi par rapport à comment on excelle dans son métier, comment on pérennise finalement nos activités en étant bon sur son métier. C'est un peu la notion d'un artisan qui est très bon dans son métier. Okay. Et voilà, et comment travailler là-dessus. Et le dernier point, c'était l'entreprise en action, parce qu'on est des entrepreneurs, et en fait tous nos comités qui étaient plutôt dans la réflexion, on a essayé de les mettre dans l'action. Et donc tout ce qui était par exemple sur la réflexion sur les enjeux planète, qu'on a créé, pour répondre à ta question sur les enjeux écologiques, donc on a créé une commission planète qui travaille vraiment sur ces enjeux-là, du low-tech par exemple, c'est des sujets qu'on a travaillé par exemple. Mais on a aussi créé alors, l'association est créée en sections locales, donc on a 120 sections en France. Et dans chaque section, on a créé ce qu'on appelle un pirate planète. Ce sont des jeunes dirigeants qui sont là pour hacker les événements s'ils déconnent par rapport à la planète. Donc globalement, on s'auto-détruit quelque part en interne si on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait mal. On fait plein d'autres choses au-delà des enjeux de transition, mais c'est pour donner des exemples concrets de ce qu'on a fait. Et après, on participe. Alors en interne, on a des comités qui réfléchissent, mais aussi on s'ouvre beaucoup à l'externe. On travaille beaucoup en partenariat avec les entreprises du vivant. Et voilà. Donc il y a plein de choses qu'on fait autour de ça. J'ai bien compris qu'il y avait eu donc la création d'un pirate planète. Est-ce que c'est possible au sein du CJD de mesurer? Là, on comprend bien que c'est une réflexion qui a mené à une action au niveau du national. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mesurer les actions concrètes au sein des sections? Là, pour l'instant, il y a les pirates, etc. Mais comment s'assurer finalement que les 120 sections françaises jouent le jeu et se disent effectivement, je prends en charge et la section est sensibilisée à tel domaine. Est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui? C'est hyper compliqué de mesurer. Hein. Okay. Je vais être très honnête, c'est hyper compliqué. Par contre, ce que je vois de plus en plus, c'est que ce sujet-là est un sujet presque de socle en fait. Dans la façon dont on va finalement partager notre connaissance autour des sujets, nos modes de management, donc la façon dont finalement, on est aussi une école, donc il y a des modes d'enseignement quelque part à l'intérieur du CJD, et de plus en plus, c'est intégré, en fait, le vivant est intégré dans nos modes de management. Donc c'est difficile de décrire comme une mesure, en fait. Moi, ce qui est plus intéressant, c'est de se dire finalement ces concepts-là, plutôt que d'en faire un chapitre dans la vie d'une entreprise, en fait, elle est au cœur de l'entreprise. Okay. Ce que je vois même, par exemple, dans certaines sections, c'est les projets de section. Donc il y a un projet, pareil, on a un projet, nous on a un projet sur 2 ans, mais par mandat de section locale. Il y a aussi des sections qui ont des projets là-dessus. D'accord. Un projet de mandat. Un projet de mandat sur 2 ans, sur la RSE, mais bon, au-delà de la RSE, la transition écologique. Est-ce que toi qui côtoies peut-être plus que la normale vraiment beaucoup d'entrepreneurs, est-ce qu'aujourd'hui, l'entrepreneur d'aujourd'hui et l'entrepreneur de demain, est-ce qu'on peut dire que cet entrepreneur, il est éco-responsable? Comment tu le vois? Alors, Alors moi, j'ai un prisme qui est peut-être pas représentatif de tous les entrepreneurs de France déjà, parce je pense qu'on vient déjà avec quand même une appétence, on parlait de l'humain tout à l'heure, donc
on est rassemblés quand même autour de valeurs qui fait que, j'espère, la plupart des membres de notre association véhiculent ça, et j'en suis même pratiquement certain. Et même les partenaires avec lesquels on travaille sont autour de ces valeurs-là. Donc ceux que je rencontre principalement sont là-dedans. D'accord. Voilà. Après, j'en rencontre aussi qui ne sont pas là-dedans. Est-ce que, pardon, je te coupe volontairement, est-ce que tu parles de valeurs, est-ce que tu peux revenir sur les valeurs partagées? Tu parles de valeurs types au sein du mouvement ou avec d'autres entrepreneurs. Quelles sont les valeurs que tu considères importantes? C'est les valeurs autour du respect de l'humain. Hein. On a 4 valeurs au CJD, mais une qui est le respect de la dignité humaine. C'est vraiment ça. Et au-delà de la dignité humaine, c'est du vivant. Donc, je pense que c'est très important. En tout cas, nous, quand on monte une entreprise ou un projet, ou quand on est dans une association, on est rassemblés autour de valeurs. Et moi, j'ai la chance de rencontrer des gens qui sont plutôt alignés avec ces valeurs-là. J'ai aussi des fois... qui sont moins alignés. Moins alignés. Et je rencontre des gens que ce soit des conférences et des plateaux, souvent pour des débats autour de ça. Moi, pour le coup, je serai assez militant sur ces questions-là. Donc l'entrepreneur type en France, il n'est pas forcément plus écolo que partout dans le monde, mais ceux que je rencontre, en tout cas, il y en a quand même de plus en plus. Et, investi, et c'est pas pour rien que nous, notre mouvement est passé, je pense, de 2000 entrepreneurs il y a 10 ans à aujourd'hui plus de 5000. Donc je pense que tout ça, c'est finalement un rationnel assez simple, c'est de dire ça a un écho dans la société. Donc qui se ressemblent s'attirent, et donc on a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont conscients de ces problématiques-là ou de ces valeurs-là et qui veulent finalement rejoindre ces écosystèmes. Quand j'étais en tour du monde, j'ai rencontré notamment un Amérindien qui me disait, ça rejoint, je pense, beaucoup ce que tu dis, qui disait, tu vas voir, avec ton ouverture de cœur, tu rencontreras des gens et vous serez sur la même fréquence. Et j'ai beaucoup aimé cette image, parce qu'il disait en même temps, ceux qui n'auront pas cette même fréquence n'auront pas fait forcément ce travail. Et voilà, et les gens qui partagent les mêmes valeurs sont sur une certaine fréquence, et tout le monde n'est pas forcément sur cette fréquence. Et j'avais trouvé ça très joli. En parlant de culture exotique, etc., j'aime bien une citation, c'est celle de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous souhaitez voir ». Dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que président de cette association, est-ce que tu considères que c'est de notre responsabilité, notamment, de montrer l'exemple, et j'irai même encore plus loin et dans un certain domaine, de montrer l'exemple dans notre façon de consommer, de nous habiller? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'il faut être aussi militant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas prêcher quelque chose et être à côté. Donc bien sûr, une consommation responsable. Après, la réalité économique fait qu'il faut trouver des transitions pour l'ensemble de nos écosystèmes. On ne peut pas changer la société de manière radicale. Il faudrait, à certains moments, d'ailleurs, je pense que la problématique, j'ai débattu de ça avec des vrais militants, pour le coup, écologistes en conférence, et quelque part, je les envie. Je les envie parce que je me dis, ils ont cette foi, et en fait, ils sont dans le vrai, peut-être. Ils sont peut-être dans le vrai, mais il ne faut pas oublier les gens qui vivent. Et donc, il faut trouver les moyens de transitionner. Voilà. Je pense notamment à quelque chose de très précis. J'ai rencontré des entrepreneurs dont certains sont JD et on parlait des soldes. Qu'est-ce que toi, en tant que consommateur et en tant qu'entrepreneur, tu parlais de réalité économique, est-ce qu'aujourd'hui, parce que ces entrepreneurs, pour le coup, j'en ai rencontré qui étaient pour et d'autres qui disaient moi, dans mon entreprise, donc c'était du textile et puis je ne sais plus et un autre domaine, ou c'était dans la chaussure, tous les deux me disaient nous, on a décidé d'écrire que cette année, il n'y aurait plus. Ils ont fait un test en disant cette année, il n'y a pas de solde et voilà les raisons qui expliquent notre choix. Toi, en tant que consommateur et en tant qu'entrepreneur,
qu'est-ce que tu penses finalement des sols qui encouragent à consommer beaucoup dans l'excès? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne suis pas trop pour. Honnêtement, je pense que... Il y a aussi une notion finalement derrière les sols de valeur. C'est-à-dire que c'est bien, ils ont un certain prix, ils ont été produisent des déchets. Si c'est des produits qui ont été créés avec de la qualité, finalement, derrière, c'est le travail d'hommes et de femmes qui doit être valorisé. Donc c'est tout un écosystème en fait. Et après, quel est le sens de dire finalement la chaussure, finalement on la retrouvera l'année d'après, c'est pas très grave quoi. Finalement, ça reste la fonctionnalité, c'est que je puisse marcher avec des chaussures. L'effet de mode, ok, mais les modes reviennent. Hein. On a vu des modes revenir. Complètement. Il y a une autre, alors c'est une expression, c'est pas forcément une citation, qui dit un pessimiste, c'est ce que j'ai lu cette semaine, un pessimiste est un optimiste informé et éclairé. Est-ce que tu crois aujourd'hui que la norme, c'est d'être pessimiste, sachant qu'on est tous plus ou moins informés, ou est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même se permettre d'être optimiste et de le dire? Je pense qu'on peut être les deux. Okay. C'est-à-dire que j'exclus pas le « et ». Trop de fois dans la vie on se dit c'est du « ou », mais en fait je pense qu'on peut être du « et ». C'est-à-dire qu'il faut être optimiste sur certaines choses. Et moi je suis optimiste sur l'humain, parce que sinon je ne ferais pas ce que je fais. Mais des fois je peux être pessimiste sur l'humain aussi. Quand je vois on parle de transition écologique. On sait qu'on va dans le mur, en fait. C'est tout le paradoxe de l'humain. Mais tant qu'on n'a pas atteint le mur, on a du mal à réagir. Et en fait, c'est là où, quelque part, je me dis on est peut-être trop intelligent. Il faut qu'on se prenne les murs. Ouais, Et là, je suis pessimiste, pour le coup. Ouais, bien sûr. Mais je suis optimiste sur la capacité de rebond. Après, est-ce qu'on ne va pas trop déconner, c'est la question. Dans ce climat qui est autant, et je partage ton avis, qui est autant pessimiste qu'optimiste, comment tu, en tant qu'entrepreneur, et peut-être d'ailleurs en tant que président du CJD, comment remotiver soit tes salariés, soit d'autres JD que tu rencontres, comment finalement, comment continuer à motiver les gens et à leur faire... est-ce que c'est dans ta communication? Est-ce que c'est dans le fait de montrer l'exemple? Comment faire pour que ton entourage professionnel reste optimiste? Notamment dans l'entreprise. Je pense que là où moi je suis très optimiste et que je vois les gens optimistes, c'est dans deux cas de figure. Le premier, c'est les prises de conscience. Quelqu'un qui n'était pas convaincu et qui devient convaincu, c'est qu'il a eu ce déclic-là. Et là, je suis hyper optimiste parce que du coup, le champ des possibles est hyper grand. Et puis, bien sûr, c'est montrer l'exemple, quoi. C'est montrer l'exemple. Nous, on crée des événements, on sait que ça a un impact, mais on va essayer de compenser. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai fait récemment le baptême de mon fils et on a décidé avec ma compagne de planter des arbres pour compenser son empreinte jusqu'à ses 10 ans. On le refera après ses 10 ans, donc on fera une espèce de baptême à 10 ans pour compenser jusqu'à 20 ans. Et après, on lui lèguera la forêt pour qu'il ait cette responsabilité de continuer dans sa vie. Voilà. Moi, j'ai un arbre que mes parents ont planté à ma naissance il y a 34 ans. C'est un chêne. Il est dans ma petite maison de vacances en Normandie et à chaque fois que je vais le voir, je le regarde, je lui parle beaucoup. Chaque fois, je lui dis mec, t'es tellement grand maintenant, j'arrive même pas à lui faire un câlin. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est que mes parents se sont aperçus, donc il est juste à côté d'un potager et en fait, il est en train d'assoiffer tout le potager. Donc, ce petit arbre qui me parle beaucoup est en train d'assoiffer tout le voisinage. Mais c'est un symbole qui est... Et du coup, ma vice-présidente, on en parlait tout à l'heure, Catherine, qui m'invite, je crois, le week-end prochain, le week-end d'après chez elle, du coup, va planter 3 arbres pour mon fils dans son jardin. Super. Voilà. Moi, c'est une très belle image. Je t'ai vu sur scène à l'université d'été de l'économie de demain. D'ailleurs, à plusieurs reprises, certaines personnes ont dit
d'aujourd'hui et de demain, Ouais. ce qui est tout à fait vrai. Ce n'est pas que c'est pas que de demain dont il s'agit. Quel est le message fort que tu as retenu de cette... sachant que toi, Catherine et toi êtes intervenus tous les deux à différents moments, mais vous êtes tous les deux intervenus. Qu'est-ce que tu retiens comme message fort, soit en tant qu'entrepreneur, en tant que président du CJD ou en tant qu'homme? Qu'est-ce que tu retiens comme message fort? Ce côté, alors pas forcément de message, mais alors pour le coup, j'ai été hyper optimiste parce que du coup, dans cette communauté-là, on rencontre des gens qui ont une énergie de dingue pour essayer de changer les choses. Et en fait, je me dis qu'il y a quand même une grosse communauté qui commence à émerger. Et on discute, et je le vois aussi au niveau alors c'est pour faire un parallèle avec l'UED, mais on travaille aussi avec le gouvernement. Et dans le gouvernement, il n'y a pas que des gens qui ne font rien. Il y a aussi des gens qui sont très bien. Et j'ai rencontré notamment le haut-commissaire Christophe Itier, qui travaille sur le Lab 10%. Et le Lab 10%, en fait, c'est une théorie économique qui fait que si 10% d'un système change, il y a un point de bascule. Complètement. Donc en fait, ce qu'on essaye de créer, c'est ces collectifs-là et d'arriver à ce 10% finalement de chiffre d'affaires ou de PIB, les gros mots économiques, mais se dire finalement si on arrive à embarquer avec nous 10% du système, on peut faire basculer. Et je crois d'ailleurs que pendant cette université d'été, tu me dis si je me trompe, je crois qu'on était aux alentours de 6-8%, Ouais. Et il y a eu une énorme accélération ces 2 dernières années, et qu'on était vraiment pas loin des 10%, et que c'était super encourageant. Ouais. Donc ce message-là, pour moi, est important parce que ça veut dire qu'il y a un message d'espoir qui n'est pas uniquement 2-3 fous qui se disent il y a un problème, mais je pense qu'il y a aussi une conscience, une prise de conscience de la société. Greta qui le montre à travers ses interventions à l'ONU, et je pense que ça commence à toucher quand même beaucoup de monde. Et se dire finalement si le pan économique prend aussi le pas, ça devient tout de suite une nouvelle donne. Et en fait, les autres points économiques seront obligés de s'adapter. Ils l'ont toujours fait. Oui. Donc en fait, quelque part, c'est une adaptation vertueuse. Mais finalement, on remonte un peu l'histoire. Mais en même temps, je me dis, si on arrive à accélérer et qu'on arrive à embarquer le plus de monde possible, on a une chance que finalement, on reste optimiste. Est-ce que tu te souviens à la fin, je crois que tu étais encore là, est-ce que tu te souviens du sondage final de cette université d'été qui était d'ailleurs, je pense que la question était pas hyper bien posée, mais la réponse était assez puissante. La question était, l'entrepreneur de demain est-il start-upper ou agriculteur? C'était quoi la réponse déjà? Et en fait, je pense qu'on était tous hyper étonnés de la réponse. Quand je dis qu'elle est mal posée, c'est parce que je trouve que finalement, les deux ne s'opposent pas forcément. C'est un peu mon message du début, c'est qu'on est des jardiniers de ces écosystèmes. Donc, mon mandat est sur le cultivons. Donc, je veux dire, je peux répondre qu'agriculteur et start-upper. Mais pour moi, ce n'est pas des mondes opposés. Et d'ailleurs, au CJD, on avait assez peu d'agriculteurs, on en a de plus en plus. Et en fait, je me dis c'est une bonne chose parce que, les agriculteurs sont des entrepreneurs. Oui, complètement. Sont un peu des fous parce que, honnêtement, s'occuper de la terre, nous nourrir, il y en a qui le font en plus dans des conditions où vraiment ils essaient de faire bien leur métier. Les risques qu'ils prennent économiques avec les investissements, je veux dire, il faut vraiment être passionné pour être agriculteur. Et finalement, un entrepreneur, c'est aussi une question de passion. Donc, puisqu'on a la passion, pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Et pour moi, ce sont des mondes qui sont complètement alignés. Alors en plus, j'ai ma belle famille et il y en a un monde d'agriculture et je m'inspire beaucoup maintenant du monde agricole. D'ailleurs, tu pourrais leur donner ce chiffre. La réponse à la question de l'université d'été, donc pour l'entrepreneur de demain, entre start-upper et agriculteur, c'était 70% agriculteurs. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Et tout le monde a été très très étonné dans la salle. Donc c'était... C'est un beau message. Ouais, c'était un beau message. Ouais.
On a parlé de Pierre Homme, on a parlé du président du CJT. Est-ce que tu peux quand même nous dire, parce que tu es quand même aussi entrepreneur, c'est quand même une de tes casquettes, une de tes nombreuses casquettes. Est-ce que ton métier d'entrepreneur, déjà, qu'est-ce que tu fais? Et est-ce que tu as un petit peu répondu à ça au début? Qu'est-ce que le CJD, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, ce que je faisais il y a jusqu'à pas longtemps, c'était des télécoms. Donc, je permettais aux gens finalement de pouvoir se rencontrer à distance à travers des systèmes de webconférence. Donc, finalement, créer de la rencontre humaine, mais de manière digitale. Et là, j'ai vendu les parts de ma société et je suis en train de créer une entreprise autour des services à la personne. Mais la raison d'être de cette entreprise, c'est finalement comment je permets aux gens de reprendre main sur leur temps, en fait. Et parce qu'en fait, quand on fait appel à ce genre de service, c'est qu'on a besoin de temps. Et je me dis que c'est hyper important. On parlait tout à l'heure de cet équilibre-là entre sa vie perso, sa vie familiale, sa vie pro. Et je me dis il est temps d'apporter ce genre de service, pas pour faire du ménage, du bricolage, du jardinage, mais vraiment pour se dire comment j'accompagne les personnes qui ont envie de reprendre main sur leur vie. Et donc je crée un concept autour de ça. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure que je redémarre. Ok. Le concept, l'entreprise est déjà lancée? Non, elle va se lancer là. Là, je suis en train d'écrire et on est en train d'écrire ça. Et on veut aussi créer à côté de ça un centre de formation. Parce que on s'est rendu compte que finalement, finalement, c'est remettre aussi des gens dans l'emploi. C'est réinsérer beaucoup de gens dans la vie active. Et réinsérer ces personnes-là, pour moi, passe à travers une professionnalisation, être fier de leur métier, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Ok. On parle beaucoup en ce moment, et d'ailleurs depuis quelques années, de bonheur au travail. Dans la dernière tribune de dirigeants, il y a eu une interview c'est Julia de Funès, qui évoque, c'était très intéressant, qui évoque justement l'absurdité de ce principe, de ce concept. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et je te pose comme ça les questions, comme ça tu réponds dans le sens et dans l'ordre que tu veux. Qu'est-ce que tu en penses et finalement quel est aujourd'hui le vrai rôle de l'entreprise et donc de l'entrepreneur? Alors, la quête du bonheur, je pense que c'est une démarche individuelle. C'est pas forcément une démarche d'entreprise. Alors, si on est à peu près sensé, je pense qu'on est tous à peu près à une quête du bonheur, en tout cas une quête de l'équilibre qu'on recherche plus ou moins tous dans notre vie, si on se pose un peu de questions. Et après, le rôle de l'entreprise, il est d'accompagner ça, mais il n'est pas forcément de créer le bonheur pour créer le bonheur. Par contre, l'écosystème dans lequel on vit doit permettre à chaque individu de réaliser sa quête de bonheur. Voilà. En tout cas, pas de la bloquer. Après, ce qui est intéressant dans le livre de Juliette de Funès, c'est que elle part quand même beaucoup d'une expérience des grands groupes. Oui. Et en fait, le CJD, nous, l'entreprise moyenne, c'est entre 10 et 15 personnes. Donc, c'est des groupes vraiment... Enfin, c'est pas des groupes, c'est des PME, c'est des entreprises qui sont des petits écosystèmes. Donc, on ne parle pas du tout des mêmes enjeux. Donc, quand on parle de l'entreprise qui fait 200 000 personnes et puis l'entreprise qui fait 10 personnes... 10-15 personnes. C'est pas la même quête du bonheur. Et je pense que c'est difficilement comparable, en fait. C'est très difficile de parler de l'entreprise de manière générique là-dessus. Ok. Est-ce que... J'espère que je ne vais pas traduire ma réponse dans ma voix, mais est-ce qu'une entreprise peut bien aller si l'entrepreneur n'est pas au top? Je pense que c'est possible. Ok. Ouais, c'est compliqué. Ça dépend aussi du niveau de délégation de l'entrepreneur. Ouais. Si c'est un entrepreneur qui ne délègue pas, c'est hyper compliqué. Par contre, si c'est un entrepreneur qui délègue, il peut avoir un coup de moins bien. Et pour autant que la boîte se porte bien, parce qu'elle est portée par ses collaborateurs ou par ses associés, ou par... Voilà, ça dépend de l'écosystème.
Mais bon, ça ne dure pas sur le long terme. Voilà, c'est toujours... ou alors il finit par partir, ou vendre ses parts, ou, voilà, ou faire une reprise, ou je sais pas. Mais sur le long terme, ça me paraît difficile. Il peut y avoir des coups de moins bien, et je pense que tous dans nos vies, on a des coups durs, qu'ils soient familiaux, personnels, voilà, c'est la vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on essaie de transmettre aux dirigeants qui sont avec nous, dans notre environnement, c'est de préparez-vous, voilà, à ces coups durs et essayez d'organiser votre entreprise pour qu'elle soit le plus autonome et responsable possible. Donc après, est-ce qu'elle va aller bien? A priori, oui, elle peut aller bien aussi. En quoi aujourd'hui, tu parlais d'alignement tout à l'heure, en quoi aujourd'hui être bien dans ses baskets et dans sa tête, est-ce que c'est, en quoi c'est si important, je parle de l'entrepreneur, en quoi être bien donc, dans ses baskets et dans sa tête, en quoi c'est vraiment important pour l'entreprise? Et donc pour les salariés. C'est plus simple d'être créatif et d'être innovant quand on est bien dans ses baskets. C'est-à-dire qu'on a une énergie qui est quand même presque corporelle, où on sent presque des frissons. C'est-à-dire que quand on a une bonne intuition en tant qu'entrepreneur et qu'on est bien, on ne sera pas pollué pour créer, pour innover. Créer, innover quand on est au fond du trou, c'est compliqué. Voilà. Il y a quelques artistes qui ont réussi à le faire. Mais c'était presque un projet artistique. Créer pour développer, pour pérenniser des choses quand on n'est pas bien dans ses baskets, c'est hyper compliqué. Je vais m'attarder sur une... c'est pas une citation, c'est une phrase qui, à l'époque, m'avait inspiré un de mes premiers articles avant que je parte en voyage. J'espère que je ne vais pas écorcher le nom de cette dame, qui s'appelle Madame Deprez ou Madame Depré. Et elle interpelle l'artiste décideur. Et elle dit que l'artiste décideur serait bien à même de réfléchir à la façon dont il peut déployer son talent, car à trop vouloir entrer dans le moule des process et de la standardisation propre aux grandes bureaucraties, il court un risque majeur, celui d'éteindre dangereusement sa propre flamme. Qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs? J'en connais malheureusement, il y a des entrepreneurs, tu parlais de certains qui ont des petits coups de moins bien, qui ont du mal à retrouver du sens dans leur entreprise. Qu'est-ce que toi aujourd'hui, avec 10 ans de recul aussi et de travail sur toi, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Déjà, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on vit que dans l'instant présent. On en parlait tout à l'heure. Mais c'est aussi faire des choix. C'est-à-dire que si l'entreprise va mal économiquement, voilà, il faut aussi savoir faire des choix qui peuvent être difficiles pour repartir. Et je pense que des fois, il ne faut pas avoir peur d'arrêter quand c'est encore possible, mais en tout cas, c'est toujours possible en fait. D'arrêter pour repartir et d'être... On parlait d'alignement tout à l'heure, mais je pense que c'est hyper important d'être aligné. Quand on crée une entreprise ou quand on reprend une entreprise, on ne la reprend pas pour la reprendre. On reprend parce qu'on a un projet, parce qu'on est aligné, parce qu'on a quelque chose qui nous motive, parce que ça nous correspond. Parce que derrière, on veut véhiculer des valeurs ou une mission. On vient tous sur Terre avec une mission, en tout cas c'est ma croyance. Et quelque part, si on sent qu'on est complètement désaligné, il vaut mieux s'arrêter, ou vendre, ou faire quelque chose dans ce sens-là. Par contre, je crois à la persévérance aussi. C'est-à-dire que d'un autre côté, il ne faut pas lâcher au premier coup de main. Bien sûr. Et un entrepreneur qui n'est pas persévérant, ça sera difficile. Voilà. Il peut être créateur et puis après passer la main à un persévérant, mais il faut quand même de la persévérance et de la ténacité. L'introspection, le développement personnel, est-ce que c'est quelque chose qui est présent au sein du CJD? Est-ce que c'est quelque chose que le CJD propose aux JD ou aux JDET et aux entrepreneurs? Bien sûr. Ouais, ça s'est fait de manière en fait empirique au CJD. C'était complètement intuitif. Mais en fait, c'est au cœur, et je parlais tout à l'heure de la raison d'être, qui est finalement se transformer soi. Quand on parle de se transformer soi, on vient pour travailler ce développement personnel. En fait, on y arrive pour l'entreprise et pour des méthodes managériales, mais au final, ce qu'on trouve, c'est plutôt un développement de soi, une connaissance de soi qui nous permet d'être plus performants.
Donc, mais ça, on s'en rend compte qu'après un parcours. Il faut enlever le vernis qu'on a, les armures qu'on a, les costumes qu'on porte tous. Et une fois qu'on a enlevé tout ça, on peut travailler. Est-ce que tu encourages les entrepreneurs à sortir de leur zone de confort? Bien sûr, bien sûr. Pour être créatif aussi, on parlait d'artiste, la citation, le texte que tu nous as partagé. L'artiste décideur, ouais. C'est essentiel. Enfin, une entreprise qui ne crée pas, qui n'innove pas, elle est morte. Et tu parlais tout au début, tu disais que l'ouverture et les rencontres, le travail que tu as fait sur toi aussi, mais les rencontres avaient aussi contribué à te faire aussi évoluer dans ton parcours d'homme et d'entrepreneur. Est-ce que tu encouragerais, je sais qu'à certains congrès, à certains campus, j'entendais certaines fois des réflexions. Congrès et campus, ce sont les événements, certains événements que le CJD propose 1 à 2 fois par an, ou tous les 2 ans pour le congrès. Est-ce que tu encourages les entrepreneurs à aller de l'avant et surtout faire de nouvelles rencontres? Je dis ça parce que quand j'étais à campus ou à certains congrès, j'entendais souvent, que ce soit pour les Bretons ou pour d'autres régions, en disant « Ah non, mais il reste qu'autre région, ils ne se mélangent pas ». Et finalement, on se connaît déjà tous plus ou moins dans la région. Il y en a quand même certains qui vont, surtout pendant les apéros des sections, là on est tous contents des régions, on est tous contents d'aller déguster un petit peu les spécialités locales. Mais est-ce que tu encourages vraiment? Ma réponse est complètement dans la question. Ouais, tu veux que je réponde non, c'est ça? Mais est-ce que tu encourages, toi qui es passé par là aussi, d'aller vraiment, de s'ouvrir un peu plus et d'aller vers l'autre? C'est une vraie démarche en fait. C'est pas finalement, je pense que c'est pas si simple au départ d'aller finalement à cette rencontre de l'inconnu ou en tout cas de la personne qu'on ne connaît pas. Alors qu'au CJD, quand même, on se connaît, on partage des valeurs, on partage un système, donc c'est quand même beaucoup plus simple que dans la vie, on va dire, plus classique dans la société. Mais un système qui vit, forcément, il a des communications avec l'externe. Il ne peut pas vivre qu'en interne, sinon il est moribond. Donc, c'est des principes de physique et de thermodynamique, voilà, parce que je suis ingénieur aussi de formation, mais on le sait depuis longtemps, en fait. On sait depuis longtemps qu'un système qui vit que sur lui-même est un système qui est mort. Donc, en fait, l'entrepreneur qui vit qu'en interne est complètement reclus. Finalement, ce que lui apporte le CJD, c'est déjà cette ouverture avec d'autres entrepreneurs. Et moi, j'ai ce débat aussi en interne au CJD. Des fois, on vit un peu trop sur nous. Et moi, mon combat, quelque part, ça a été aussi de dire comment on s'ouvre le plus possible sur des partenaires à l'externe, comment on va provoquer des rencontres, des partenariats. Et ça va créer des choses. Je ne sais pas ce que ça va créer, mais ça va créer des choses. Je rebondis sur ce que tu dis. Grâce à Ingrid, qui est donc la présidente du CJD international, de la partie internationale, pendant mon voyage, j'étais au Québec et j'ai été rencontrer les entrepreneurs du CJD, c'était de la section de Gatineau. Et alors j'ai surtout rencontré et passé du temps avec des entrepreneurs femmes, mais c'était un super moment de rencontre, humainement parlant et culturellement parlant. À un moment donné, c'était très amusant. L'une d'elles me racontait une de ses problématiques d'entrepreneur et j'en ai tiré une belle leçon. Je lui ai répondu, je lui ai dit « mais pourquoi tu fais pas ça ?» Mais je lui ai répondu en tant que Française. Et effectivement, remis dans le contexte, les problématiques et les réponses ne sont pas les mêmes. Et en fait, je l'ai vraiment et encore plus compris en allant à la rencontre de ces entrepreneurs, notamment au Québec, en me disant « non, en fait, c'est hyper nombriliste de croire que moi, Française, je peux t'apporter les réponses. » C'est comme si j'allais voir certains JD, je crois qu'il y a beaucoup de sections en Afrique, notamment donc, Afrique du Nord. Et puis, je sais pas, il y a le Sénégal, Afrique noire aussi. Sénégal, je me verrais, c'est comme si j'allais voir un de ces JD en disant « mais non, parce qu'en tant que Française, tu comprends l'agriculture. »
Pour en avoir rencontré il y a des années, c'est quasiment eux qui sont en train de réinventer une partie de l'agriculture aujourd'hui. Donc c'était un moment hyper intéressant d'échange, mais aussi me concernant, me disant ouais, en fait, en faisant ce travail sur moi, je me suis dit mais non, j'ai pensé en tant que Française et en fait ça a été très intéressant en plus en termes d'ego, en disant bah non, en fait ça te remet à ta... Tu te dis bah bien sûr, oui, bien sûr, pardon. Et l'échange a été au contraire extrêmement riche à ce moment-là. Donc effectivement, les rencontres sont très importantes. On arrive à la fin de l'interview. J'ai 2 petites questions pour finir, quand même. Ah, quand même. C'est toujours un petit piège. Oui, on finit. Pierre, est-ce que tu as, premièrement, une grande fierté en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, en tant que président? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit et qui représente pour toi une très grande fierté? La dernière fois que j'ai fait ça en commission, donc en CJD, vraiment ma fierté c'est mes enfants, ça c'est sûr. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Après, la fierté, c'est effectivement c'est pouvoir représenter ces dirigeants, parce que je pense qu'ils le méritent. Et puis je suis fier de pouvoir les représenter avec ce que je peux apporter et puis les projets qu'on a pu mener. Et notamment, essayer justement, on a créé je pense avec le CJD depuis à peu près 80 ans, on a créé une vraie école des dirigeants. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est cette méthode un peu qui a été un peu intuitive, expérimentale, qui s'est construite au fur et à mesure de ces années-là. On essaie de construire une vraie pédagogie autour de ça. Et je me dis finalement, pour atteindre ces fameux 10%, plus on met de chance et de formation autour des dirigeants, qui nous rejoignent ou pas, mais plus on peut contribuer à ça de manière interne ou externe, ça me rend très fier. Ok. Et du coup, ce qui m'amène à la dernière question, est-ce que pour la transition vers la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager avec nous? Est-ce qu'il y a un message? Qu'est-ce que, pour clôturer cette interview, qu'est-ce qui te vient, qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Est-ce que c'est un message, une citation, un livre? Est-ce que tu as juste envie de me dire t'es bien gentil, mais maintenant j'ai faim? Voilà, c'est comme l'humeur du jour quand on commence une réunion, ça va être un peu l'humeur de la fin d'interview. Je te laisse la parole. Qu'est-ce qui me vient? Justement, c'est ce « et ». Je pense que j'ai fait récemment une formation au CJD de développement personnel, pour ne pas la citer. Et en fait, j'ai appris quelque chose dans cette formation, c'est qu'il était possible de faire du « et » avec des choses qui étaient complètement opposées. Et en fait, par exemple, j'ai appris que je pouvais être très serein mais anxieux. Et je pense qu'au fond de nous, les entrepreneurs, à la fois, on a ces anxiétés du quotidien pour diverses raisons que tout le monde peut comprendre, et en même temps être très serein. Et je pense que c'est la force de ce « et » que j'avais un peu oublié et que je peux partager avec vous. Quelque part, sortez du « ou » et faites du « et ». Super. Bon, je vais laisser Pierre aller dîner. On a passé je n'ai absolument pas regardé l'heure, mais ça va être bientôt l'heure de dîner. Merci à toi. Merci pour ce moment. Très chouette. Très chouette. J'avais envie d'axer vraiment autour et de l'homme et de l'entrepreneur. Je te verrai la prochaine fois très certainement, alors soit dans les locaux pour un prochain Copil ou un prochain événement. L'air derrière Lyon, sur l'organisation apprenante. J'y serai. Donc, écoute, merci à toi, bonne soirée. Et puis, à ceux qui écoutent et qui écouteront ce balado, pour la petite anecdote, balado est un vieux terme français. Je me suis fait taper sur les doigts par les amis québécois quand j'ai parlé de podcast. Et donc, le balado est le vieux mot français pour podcast. Voilà, c'est dit. Je vous dis à très bientôt. À vos courriels. À vos courriels. Changez tout. Et puis, bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt.
Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin ? Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante avouslestudios@a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!